On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, comment on peut maintenir pour économiser les ressources, mieux maintenir, parce que c'est un peu la question qui sous-tend toutes les thématiques qu'on vient d'aborder. On l'a dit d'une certaine manière tout à l'heure, le meilleur moyen d'économiser les ressources, finalement, c'est encore de ne pas les consommer. Je vais demander à Julie Debrux, présidente de Citizing, de venir me rejoindre, ainsi que Lionel Liobé. Je ne le vois pas, il arrive. Entrepreneur et président du Stress, on l'a vu tout à l'heure sur les trophées. Le Stress, les réparateurs d'ouvrages d'art, un des 17 syndicats de spécialité de la FNTP. Merci à tous les deux d'être là. Je disais que le meilleur moyen d'économiser les ressources, c'est encore de ne pas les consommer. J'imagine que vous serez d'accord avec moi, Julie et Lionel. Et cela passe notamment par l'entretien des ouvrages et des infrastructures. Une maintenance continue, régulière, qui va permettre à terme finalement de ne pas avoir à reconstruire. Mais entretenir, ça n'est pas forcément neutre financièrement parlant, et c'est là que parfois ça pose des problèmes, notamment avec les collectivités. Julie, vous êtes, je le disais, présidente de Citizing. Vous mesurez l'impact économique, social et environnemental des projets d'infrastructure. Votre ambition, c'est d'aider à flécher les investissements vers des projets plus vertueux. Comment on fait pour convaincre, justement ? Alors j'adore parler de méthode et de théorie, mais si vous êtes d'accord, j'aimerais bien parler d'un exemple un peu trivial pour illustrer. Vous dites qu'il vaut mieux entretenir que recommencer, mais en fait c'est vrai pour les ouvrages, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses. Là c'est la fin de l'hiver, mes chaussures commencent à être un peu usées, potentiellement je vais me poser la question de est-ce que je les fais ressemeler. Il va falloir dépenser 40 € pour le faire. Franchement, c'est pas la dépense qui me fait le plus plaisir. Et pour autant, si je regarde un petit peu plus long terme, faire ce ressemelage, qui certes a un coût tout de suite, ça va m'éviter des trous dans les chaussures, des pertes de productivité, des coûts pour la sécurité sociale, et puis de racheter des nouvelles chaussures. Et en fait, ce qui est vrai pour nos équipements du quotidien, des équipements individuels, c'est vrai aussi pour les équipements collectifs et pour les ouvrages d'art, c'est la même chose. Et effectivement, mon métier, c'est de mesurer, de calculer ces impacts positifs et négatifs des projets d'investissement, avec une méthode qui est un peu particulière, qui est bien cadrée théoriquement, qui est d'ailleurs obligatoire pour les investissements publics de l'État. Au-delà de 20 millions d'euros, c'est obligé de mettre en œuvre cette démarche, cette méthode qui s'appelle l'évaluation socio-économique. Et l'évaluation socio-économique, c'est une méthode qui permet de s'interroger sur la bonne allocation des deniers publics, donc ce qui semble assez pertinent comme question à se poser. Est-ce que l'argent, les deniers publics, nos impôts sont fléchés vers des bons projets ou pas? Et un bon projet, c'est un projet qui crée de la valeur économique, sociale, environnementale. Et donc l'évaluation socio-économique, elle consiste à s'interroger si un projet crée suffisamment de valeur par rapport à ce qui coûte, ou au contraire, ce qui est plus coûteux qu'il ne bénéficie à la société au sens large. C'est d'autant plus important que je vous ai entendu tout à l'heure pendant les trophées donner un chiffre qui a fait frémir dans la salle. Combien de ponts en France et combien ne sont pas en bon état? Je vais les redonner pour replanter le décor, effectivement. Donc, je représente le syndicat du Stress, les réparateurs d'ouvrages d'art. Ce sont toutes les entreprises qui sont spécialisées en réparation d'ouvrages d'art. Donc il y a entre 200 et 250 000 ponts en France. Donc on ne fait pas que des réparations de ponts. Il y a les tunnels, les barrages, tous les murs de soutènement. On parle souvent de ponts parce que c'est plus emblématique. Ça relie deux sociétés, deux vallées. Donc économiquement, un pont qui est fermé, c'est dramatique. Donc on a entre 200 et 250 000 ponts en France. Sur ce volume-là, on a 35 000 qui sont très dégradés, c'est-à-dire touchés dans leur structure, dont certains à risque d'effondrement imminent. Ça fait un tous les combien de kilomètres? Quand on le ramène aux millions de kilomètres de routes que l'on a en France, ça veut dire tous les 30 kilomètres, on franchit un pont dégradé. Donc voilà, c'est vous, c'est nous, c'est nos conjoints, c'est nos familles qui les empruntent tous les jours. Ils ne sont pas fermés, ils sont en circulation, donc un tous les 30 kilomètres. Non mais c'est important les deux exemples que vous venez de nous donner, parce que c'est effectivement très parlant et ça montre en quoi c'est important, essentiel de réparer pour notre sécurité et parce que c'est aussi plus vertueux. Mmh. On coche finalement les deux cases. L'intérêt du secteur aujourd'hui, du secteur des travaux publics, est-ce que ça n'est pas, et je me fais l'avocat du diable, est-ce que ça n'est pas davantage de construire plutôt que de reconstruire, ou est-ce qu'il a un intérêt à faire les deux? Alors moi, je me place du point de vue du bien commun, de la puissance publique, et ce qui m'intéresse, c'est que c'est la sobriété à la fois budgétaire et en même temps l'impact maximal.
Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la profession des travaux publics, mais pour autant, je pense qu'en fait, on est d'accord. Donc, tu me contrediras, Lionel, avec grand plaisir. Mais vraiment, cette méthode dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a nos impacts négatifs et nos impacts positifs, économiques, sociaux, environnementaux, qu'on va chercher à comparer. Et pour pouvoir les comparer, il faut les exprimer dans une seule et même unité parce qu'on ne sait pas comparer des choux et des carottes. Donc on monétarise, on transforme en unité monétaire les avantages et les inconvénients de réparer un pont ou de ne pas le réparer. À la fin, on a un retour sur investissement, mais qui n'est pas un retour sur investissement financier pour l'entreprise uniquement, c'est le retour sur investissement de l'argent public investi. Et c'est un retour sur investissement économique, social et environnemental. Donc pour 1 euro d'argent public investi, quelle création de valeur collective? Lionel? Alors tout à fait. En fait, si on oppose, on ne veut pas opposer, mais on le fait malgré tout, la réparation d'un pont à un pont neuf. Effectivement, quand on répare un pont, on va cibler les fragilités et on fait des petites réparations superficielles, vraiment sur là où c'est vulnérable. Un pont neuf, il faut faire du béton, il faut des matériaux, des granulats, il faut du ciment. Le ciment, c'est très générateur d'énergie pour le fabriquer, pour le chauffer. Donc le bilan est vraiment est très intéressant. Hein. C'est assez effarant entre la réparation d'un pont et la construction d'un pont neuf. Autant au niveau écologique que financier. Si vous voulez, ça suit une courbe qui monte très très vite. Hein, et au plus on attend, au plus il faut aller dans l'ouvrage en profondeur et ça coûte cher. Alors justement, puisque vous parlez du coût, est-ce que les collectivités ont les moyens d'entretenir correctement les ponts, les ouvrages d'art de manière générale, qui sont bien souvent de leur ressort? Le coût est effectivement assez important. Vous l'avez dit, c'est plus cher si on doit en racheter en reconstruire un. Mais est-ce qu'ils arrivent à trouver, est-ce qu'on arrive à leur démontrer que c'est dans leur intérêt? À nouveau, je peux peut-être prendre un exemple. Je pense au viaduc de Tauves. On est dans le Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce viaduc de Tauves, c'est la route départementale 922, je crois, de mémoire, qui relie le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme. À côté, on a la chaîne des Puys, on a une station de ski et on a le parc vulcanien. Globalement, pour faire une présentation du territoire. Et donc notre viaduc, qui fait 150 mètres de long, je crois de mémoire, il a été construit dans les années 70 et il commence à présenter des signes de fragilité. Là, les superstructures sont clairement abîmées. Et pourtant, il fait 3000 véhicules jour, dont 7% de poids lourds. Et la collectivité, en l'occurrence le conseil départemental, peut effectivement se poser cette question, c'est un peu un dilemme. Si je répare et que je renforce mon pont, j'en ai pour à peu près 2,5 millions, alors que si je fais rien, ça me coûte 0. Donc si je regarde juste le coût tout de suite maintenant, plutôt il vaut mieux rien faire. Sauf qu'en fait, ne rien faire, ça a aussi un coût, et cette inaction, le coût de l'inaction, il est démontrable, objectivable. Et donc si j'ai 2 minutes, je vais vous dire les arguments qu'il y a derrière ce fameux coût de l'inaction. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ces travaux-là, à horizon 2025, c'est-à-dire demain, les poids lourds ne peuvent plus circuler. À horizon 2040, on ne peut plus non plus faire passer les véhicules individuels. Donc ne plus faire passer nos poids lourds et nos voitures, ça veut dire que ceux-ci doivent faire des détours. Ça fait 3 millions de kilomètres par an de poids lourds quand même, parce que le détour est extrêmement long, il y a plusieurs dizaines de kilomètres. Donc des détours très longs, et qui dit détour très long dit coût d'usure des véhicules, donc le carburant, l'usage des véhicules et des poids lourds, dit également CO2. En l'occurrence, on est à plus de 37 000 tonnes de CO2 en plus si on fait ces détours. Dit pollution atmosphérique, polluants, NOx, etc. Et dit également du temps perdu. On est à plus de 100 000 heures de temps perdu. Et en fait, tous ces 4 coûts relatifs à l'inaction, si on les transforme en euros, comme le veut la méthode de l'évaluation socio-économique, on est environ à 90 millions d'euros de coûts. Donc, d'un côté, j'ai mes 2,5 millions, 3 millions de faire les travaux. De l'autre, j'ai 90 millions de ne pas faire. Et donc, c'est pas la même chose que 2,3 versus 2,90. Donc, si je suis un décideur public qui a en ligne de mire le long terme, la préservation de la société et de la planète, clairement, je fais mes travaux. Ça veut dire, si je suis Julie, Lionel, que... c'est un métier, ce sont des métiers qui sont appelés à se développer de plus en plus. Quand on parle durabilité, ça concerne effectivement beaucoup d'ouvrages. Et ça signifie qu'avec ces mesures-là,
il y a une prise de conscience qui va se faire peut-être de plus en plus. C'est un outil qui nous sert à convaincre nos pouvoirs publics. Si vous voulez, en gros, les ponts routiers appartiennent soit à l'État, 35 000 à peu près ponts, en gros 100 000 au département et 100 000 aux communes. Les plus mal lotis, ce sont ceux qui appartiennent aux communes. On peut voir des fois des communes de 200 habitants qui ont 4 ponts à entretenir. Ils n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens techniques. Donc nous, on les accompagne. Malheureusement, on évolue au rythme des catastrophes. Donc la catastrophe de Gênes en 2018 a fait avancer les choses. Il y a une prise de conscience de nos pouvoirs publics. C'est un premier pas. On commence, suite à Gênes, donc il y a eu des recensements qui ont été initiés par l'État. C'est-à-dire l'État a financé des recensements aux communes françaises. Pas toutes, mais c'est celles qui se sont portées volontaires. Il en ressort que maintenant qu'ils ont des dossiers de recensement avec l'état de leurs ouvrages, dans le carnet de santé, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont ça sur le bureau. Je rencontre régulièrement des maires qui me disent voilà, j'ai 4 ponts, j'ai le retour, j'en ai 2 bons, un à fermer et un à réduire en gabarit, mais j'ai ni les moyens financiers, ni les moyens humains. Qu'est-ce que je dois faire? Donc avec le CEREMA, avec l'IMGC, on travaille à flécher pour les accompagner parce qu'il y a des subventions qui sont mises en place, mais qui sont un peu compliquées à aller chercher. Donc on essaie de fluidifier le système pour faire avancer les choses. Et juste en 2 mots, il faut savoir qu'il n'y a aucun contrôle technique obligatoire sur les ponts. Autant il y en a sur les barrages, sur les souterrains, sur nos voitures. Sur les ponts, absolument rien. Donc il y a des ponts qui, depuis leur existence, n'ont jamais été vus. Et on a même sur les 250 000 ponts, on a 10 000 ponts orphelins que l'on appelle, c'est-à-dire on ne sait pas qui ils appartiennent. Refus de paternité, comme on dit, ou dans le déni, on ne sait pas. Mais 10 000 ne sont pas vus. Et comme la majorité date d'après-guerre, ils ont 75 ans, ça veut dire qu'ils arrivent à fin de vie et on ne sait pas à qui ils sont. Donc c'est le cycle normal, on ne veut pas être alarmiste, mais ça va tomber de plus en plus. Ça dépend véritablement de la prise de conscience de la collectivité qui est en charge de ces ouvrages. Vous parlez des ponts, combien d'ouvrages en tout aujourd'hui on peut recenser sur lesquels on aurait une action à faire? Est-ce qu'on a une idée? En plus des ponts? En plus des ponts. Non, c'est trop vaste. C'est trop vaste. C'est trop vaste. Alors un pont, ça. C'est presque effrayant ce que vous dites. Mais... Je ne veux pas vous faire peur, mais on en est là. Les murs, quand on voit une route qui est taillée dans une montagne, on a souvent des murs de soutènement. On ne les voit plus tellement il y en a, mais il y a des millions de kilomètres carrés et ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas diagnostiqués. Et je vois des maîtres d'ouvrage qui me disent on en a trop, on attend qu'ils tombent pour les réparer. Mais quand ils tombent, il y a des fois des voitures qui sont prises au piège. Eh oui. Julie, est-ce que c'est un argument, le préventif plutôt que le curatif? On arrive à faire entendre aujourd'hui aux collectivités. Je pense que les arguments qui sont énoncés ici sont assez forts et qui permettent justement de démontrer que entretenir, faire du préventif, c'est pas une dépense, en fait, c'est un investissement. Parce que sinon, c'est beaucoup plus cher. Vous leur donnez des éléments de mesure. Comment ils réagissent quand vous leur mettez le dossier sous les yeux? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Comment ça se passe? Ça dépend des professions au sein des collectivités. Les financiers, au début, sont un peu réticents et puis ça les fait s'interroger sur l'horizon de leur loupe, plus ou moins proche ou au contraire un peu plus lointain. Pour les personnels un peu plus techniques, souvent ils sont agréablement surpris parce que ça permet de traduire leurs activités du quotidien en impact en fait plus facile à communiquer et c'est déclencheur pour les élus. Vous envoyez la traduction de ce déclenchement, effectivement. Tout à fait. Clairement, c'est long. Ça a changé. C'est très long. Il faut les accompagner. Ça manque de moyens, mais donc justement leurs études nous servent d'outils. Donc on est en train de mettre en place l'étude d'un pont par région pour avoir un pont local à proximité des décideurs et on va leur expliquer. Mais ils nous entendent, c'est pas le souci, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Ce sera peut-être ma dernière question. Comment on peut faire en sorte que la prise de conscience, elle soit des paroles aux actes, finalement, et qu'il y ait un passage véritablement aux travaux pour réparer? Je pense que le travail de conviction, quand même, il est en cours. On a changé d'échelle récent. Et ça, c'est vraiment en train d'être admis par beaucoup.
pas tout le monde quand même. Et donc ce qui manque derrière, c'est quel financement, et peut-être que de ce point de vue-là, les budgets verts, etc. peuvent aider. Nous, donc, on fait du lobbying pour expliquer tout cela. Donc, dans un premier temps, on demande qu'il y ait une visite obligatoire tous les 5 ou 6 ans, comme tous les ouvrages à risque, parce que ce sont des ouvrages à risque. On demande qu'il y ait un fonds dédié au niveau de l'État à Bercy pour l'entretien et la réparation des ponts. Et dans l'idéal, on pense qu'il faudrait que la gestion des ponts remonte d'un cran aux intercommunalités. Parce que les maires sont démunis et par contre ils sont pénalement responsables. Si un pont tombe, c'est eux qui vont en prison. Donc ils sont pénalement responsables. Donc ils sont preneurs, on en discute ensemble. Il faut nécessairement que ça remonte d'un cran, que la gestion revienne aux intercos, qui ont des moyens humains et techniques pour faire face, pour gérer. Vous disiez tout à l'heure, le stress, c'est les réparateurs d'ouvrages d'art. Ça fait appel à des métiers très différents, j'imagine. Oui. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une appétence chez les jeunes pour venir dans ces métiers? Est-ce que c'est quelque chose qui... J'ai jamais rencontré un jeune qui s'est levé en disant « moi, je veux réparer des ouvrages d'art ». Alors, comment on fait pour les intéresser, justement? Donc, on communique beaucoup, on fait des salons, on fait des expos, on communique. Il faut qu'on travaille déjà sur nous-mêmes, sur l'image de nos métiers, donc sur l'accueil, sur les présentations de chantier, la propreté, les bases de vie. Il faut leur donner du confort. Donc on n'est plus, malheureusement, les jeunes et leurs parents, parce qu'il y a souvent les parents derrière qui guident, ils en sont toujours à l'image du maçon qui part avec sa glacière, qui est voûté et qui est fatigué. On essaie de lutter contre cette image. Et ensuite, on met en place des formations, un CQP, donc pour reconnaître la qualité de nos travailleurs. Et voilà, mais c'est un gros terrain, c'est un gros travail. On est dans la journée des innovations ici à la FNTP, donc tout ce dont on est en train de parler, ça fait partie des innovations qui sont en train de faire bouger tout le secteur. Ce que vous faites aujourd'hui auprès des collectivités, c'est une innovation. Oui, c'est une innovation de service, effectivement. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, justement, ces innovations, elles peuvent embarquer un peu plus de monde? J'en ai la conviction et j'espère que ce sera vérifié dans les années qui viennent. Mais l'idée, c'est aussi d'automatiser, de donner le réflexe et de rendre accessible cette méthode-là, pour que justement les décideurs prennent les bonnes décisions, parce qu'il nous arrive aussi de recommander de ne pas faire des opérations. C'est plus rare, j'imagine. C'est un peu plus rare, mais ça nous arrive. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos métiers respectifs. On sent l'engagement et la passion chez tous les deux. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ici dans cette journée des innovations.